Je te laisse me dire quand tu es prête et on peut ouvrir quand tu veux. Il y a combien de personnes là, Matt? 5. Est-ce qu'on commence à ouvrir Oui, vaut mieux parce que ça on risque surtout qu'ils partent aussi. pardon? Je pense que si on attend avant de dire bonjour, on risque surtout que les présents partent. Ouais, Non? ouais, ouais, vas-y, on ouvre et je fais, la petite intro. Mmh. Bonjour à toutes. Nous sommes, une nouvelle fois, majorité féminine. J'espère que vous allez bien. Adeline, est déjà, avec nous. J'aimerais bien qu'on attende juste 1 ou 2 minutes, que les retardataires arrivent parce que je sais qu'on attend encore, quelques personnes et puis on va pouvoir se lancer, sur la présentation des plantes sauvages. Est-ce que dans le chat, vous pouvez, indiquer si certaines d'entre vous ont déjà une expérience avec les plantes sauvages? Ou bien si c'est une découverte totale ou autre? Je ne sais pas. OK. Romaine, merci pour ta réponse. Est-ce qu'à l'école comestible, vous en abordez quelques-unes de plantes sauvages ou pas d'ailleurs? Je me suis posé la question. Pas trop? Sur le visage de Mathilde, je vois pas trop. Pas beaucoup. En fait, OK. ça dépend, je pense que ça dépend surtout des régions, Ouais. heu et des sorties qui sont faites, mais j'avoue qu'en région parisienne, on n'est pas, Pas trop. on Mmh. n'est pas à fond là-dessus. Ouais, ouais, non, mais c'est c'est une Et je crois curiosité. qu'en Provence, j'ai un souvenir qu'en Provence, ils ont fait une sortie où il y en avait pas mal, ouais. OK. Est-ce que parmi les gens qui sont présents, vous êtes, plutôt à Paris ou vous êtes plutôt ailleurs? Je vois Lille qui est avec nous. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Sylvie, je vous vois parler, mais je crois Sylvie, ça. qu'il y a pas de micro. Ouais, mais j'arrive pas à mettre le texte. Enfin, ouais, non, moi, j'ai jamais participé. Enfin, j'ai jamais fait de plantes sauvages dans les D'accord. ateliers. Donc, c'est vraiment une découverte. OK. Alors je vois que Sarah nous dit: «Je suis en train de préparer une soupe d'ortie», mais fantastique! Floriane, une découverte. Marie, quelques balades botaniques. Pour Béatrice et après on passe sur un stage avec François Coupland. OK. Donc aujourd'hui, le but, c'est surtout de vous présenter un petit peu les plantes sauvages. Donc pour ceux qui en auraient déjà un petit peu fait, vous aurez ma vision très subjective, de l'utilisation des plantes. Pour les autres, je vais vous expliquer vraiment la base de la base. Cueillette de temps en temps, super, pour Lille, ça c'est chouette. Et Alice, tu me dis quand je peux Ouais, commencer. j'allais te dire, si tu veux, lance ta présentation et commence. Les retardataires arriveront en cours de route, il y a pas trop de soucis. OK. Alors bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Adeline, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle, Totem Sauvage. Voilà. Et je passe, beaucoup de mon temps à enseigner, et surtout à initier les gens, que ce soit des particuliers, ou des entreprises, à la connaissance des plantes sauvages. Donc d'abord, les plantes sauvages, c'est quoi et c'est où? Je vais vous lancer une petite vidéo, je pense que ça parle un peu plus. Vous voyez des choses bizarres. Vous voyez quoi? Alors ça va juste une petite Ouais, vidéo c'est de juste quelques ton secondes. écran. Vous voyez mon écran ou pas? Ouais, on voit ton écran, mais on voit rien. Ah bon? Ça nous dit qu'il y a un problème d'affichage en boucle infinie. Ah mince. Ah c'est peut-être que je suis connectée plusieurs fois. Bon bah désolée, désolée. Si ça fonctionne pas, je te laisserai peut-être, Est-ce que tu lancer la presse. peux retirer ta présentation et réessayer? Ouais. Désolée pour tout le monde dans ce cas. Est-ce que vous pourrez me dire à l'oral parce que je vous vois plus après si ah oui, je vois d'accord. Ah non, non, ne partagez pas l'intégralité de votre écran. D'accord.
commence une dernière fois. Une fenêtre, d'accord. Et dans ce cas-là, non, ça fonctionne toujours pas. Ali, je peux te laisser le lancer dans Ouais, ce cas? je le fais tout de suite. Ouais. Alors comme vous le voyez, j'ai plus l'habitude d'être dans la nature que derrière mon ordinateur. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout donc un petit peu de quoi on parle quand on parle de plantes sauvages et surtout ce qu'on peut y trouver, pourquoi s'y intéresser, pourquoi apprendre à les reconnaître, qu'est-ce qu'on peut en attendre, et je vous ai mis plein de visuels pour que ce soit, très concret sur cette présentation, donc j'espère que je vais pouvoir vous la montrer tout de suite. Excuse-moi, j'essaye de trouver une solution, j'ai du mal aussi là. Une dernière solution serait de vous l'envoyer à tous en fait et qu'on suive en tous, mais mmh. Est-ce que tout le monde cuisine du coup? J'imagine que pour l'école comestible, oui, mais dans le doute, tout le monde aime particulièrement la cuisine? OK. Hem, mais du coup, en attendant la présentation, je vais vous montrer, 2-3 bouquins, de personnes qui utilisent les plantes sauvages, si vous êtes branchés, techniques de cuisine pure et on sautera cette partie après. Moi, la première fois que je l'ai goûté dans un restaurant en fait, la le problème des les plantes sauvages, vous allez voir, c'est accessible à tous, hein. Il suffit, d'aller dehors et puis d'aller dans un parc ou dans un bois pour trouver vraiment beaucoup de ressources. En général, on a tous fait un petit peu de cueillette sauvage parce qu'on a tous, par exemple, été chercher un peu des champignons, une fois dans notre vie. On a tous peut-être été chercher des mûres dans la nature quand c'était la période et on est déjà sur de la cueillette sauvage, en fait, quand on fait ça. Et mon rôle, c'est juste de donner un petit peu plus de trésors comme ça à aller chercher, ou le rôle d'une personne comme François Coupland, par exemple, ou comme Le Chemin de la Nature. Et c'est vrai que voici la présentation, mais je vais vous reparler des chefs, juste après. Quand on est branché cuisine, c'est intéressant, je trouve, d'aller chercher, comment les grands chefs, les utilisent et quelles techniques ils mettent en avant pour justement les sublimer, en fait, ces plantes, qui, de prime abord, au au badaud lambda, paraissent sans intérêt, quoi. Alors donc ouais, Totem Sauvage, c'est le nom de mon entreprise et donc mon rôle, c'est de vous faire découvrir tout ça. Je laisse passer à la suivante. Et là, normalement, tu as un petit lien. Je voulais juste vous montrer en image, ce que donne mon quotidien. Ça dure 30 secondes. Il y aura la petite vidéo évidemment de pub, sinon ce serait pas rigolo. Vas-y, tu peux ignorer. Ah, il y a pas le son. Donc vous voyez, moi, je travaille principalement dans le bois de Vincennes et l'idée, c'est de donner aux gens, des points de repère en botanique, de faire des grosses cueillettes. Mais en plantes sauvages, le problème, c'est qu'on ne peut pas ramasser, tout et n'importe quoi. Il faut un petit peu de techniques, qui voilà, une fois qu'on les a, on les a. Il y a quelques concepts, à connaître et j'essaye de le faire de la manière la plus accessible, possible. Donc là, vous me voyez, voilà, je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que ça donnait. On peut revenir sur la présentation. Donc d'abord, c'est quoi et c'est où? Bah, c'est toutes les plantes qui vont pousser sans qu'on leur demande. Dans les espaces qu'on laisse un petit peu, naturels, elles viennent, quand, le milieu est propice. Et c'est où? Bah, c'est un petit peu partout. Alors, il y a des plantes sauvages partout, même sur les trottoirs parisiens. Évidemment, c'est pas là où on va aller les chercher, mais même, dans une métropole comme, Paris, en fait, des bois comme, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, le parc de Saint-Cloud, voire les buttes de Chaumont, sont des espaces où on peut déjà cueillir des récoltes très abondantes. Moi, j'habite à Vincennes et je me sers, tous les jours, quasiment de plantes que je récolte dans le bois. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors voilà, je voulais juste voilà, bah, c'est tout. Vincennes, on voit que finalement de Paris, on est juste à côté. On peut passer à la suivante encore. Alors pourquoi apprendre à les reconnaître? Pourquoi les connaître déjà et pourquoi les reconnaître aussi?
parce que c'est 2 choses différentes. On peut avoir entendu parler d'une plante, souvent j'ai des pharmaciens qui viennent me voir, qui connaissent les principes actifs, vraiment, par cœur des plantes, mais savent pas spécialement les reconnaître dans la nature. Donc pour moi, il y a connaître la plante, ses effets ou sa potentialité en culinaire et la reconnaître. Il y a énormément de raisons. Moi, je vais vous parler de ce qui m'a amenée en fait, à m'intéresser, à la cueillette des plantes sauvages. C'était d'abord et avant tout, au départ, une envie de pouvoir nommer les arbres. Ça peut paraître très bête, mais j'avais l'impression de me sentir très ignorante quand je voyais des géants qui sont, voilà, de taille très imposante. Je me disais: «Si un humain, avait cette taille-là, on pourrait pas l'ignorer, quoi» et donc au départ, je me suis dit: «Ah OK, ouais, ce serait cool de pouvoir nommer» et ensuite, j'avais en tête que, alors le chiffre, il est peut-être plus d'actualité, mais en ordre de grandeur, 95 du volume de ce qu'on mange dans le monde entier, hem, ne constitue finalement que 20 espèces végétales. Sachant qu'en ordre de grandeur, il y en a quand même 80 000 qui sont comestibles dans le monde. Donc 20 espèces végétales consommées pour 95 du volume de notre alimentation, je trouvais que ça faisait peu. À l'époque, il y avait pas mal d'articles qui sortaient sur la diversité alimentaire, sur l'importance de la diversité, notamment pour, avoir un microbiote en bonne santé et cetera et donc je me suis dit: «Ah bah, c'est quand même assez sympa parce que dans la nature, voilà, j'avais pas de jardin, si je vais juste récolter quelques petites plantes, même si c'est 3 dans la semaine, bah, c'est déjà 3 plantes que je ne trouverais pas dans le conventionnel. Donc il y avait cette histoire-là de diversité et puis il y a quand même une question, je trouve, de patrimoine et d'enracinement. Savoir nommer, je trouve que c'est un bon fil rouge pour découvrir un territoire et puis c'est quand même les plantes, qui concrètement, peu à peu, au fil des siècles, ont donné nos médicaments actuels, ont donné, bah, notre alimentation actuelle. Donc je trouvais que c'était, voilà, un patrimoine finalement, un ancrage, quelque chose d'assez précieux à connaître et j'avais envie, bah, de faire partie de ces gens qui essayent de redynamiser cette connaissance pour qu'on lui donne une seconde vie et que demain ce soit vraiment, totalement normalisé que d'aller chercher ou des orties ou des pissenlits ou d'autres plantes, dans la nature. Et en plus, j'ai trouvé que, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes ont déjà fait de la plongée sous-marine ou juste du snorkeling, mais souvent, les participants ont comment dire? Cette analogie, avec la découverte des plantes parce que tout ce qu'on pouvait voir comme extrêmement commun, quand on le regarde de très près, peut s'avérer à la fois très beau. Il suffit de prendre une petite loupe et de regarder de près pour, se rendre compte à quel point on a comme un monde qui est là sans être là et qui est extrêmement beau quoi, beau et bon. Voilà, donc ça c'est mes petites, bah, les comment dire? Les choses qui m'ont amenée, à la découverte des plantes et ensuite ce qui fait que j'y suis restée, c'est qu'on n'a jamais fini de creuser, en fait. On peut se guérir avec les plantes ou en tout cas avoir des petites béquilles comme ça pour la vie du quotidien, pour la gestion du stress, pour, soutenir le système digestif, donc l'aspect un peu médicinal des plantes. On peut juste s'intéresser à l'écosystème, à l'écologie et voir un petit peu quelles sont toutes les interactions entre le sol, les plantes, entre les pollinisateurs, les plantes et cetera. Et donc, je trouve que même quand on est comme moi et qu'on a tendance à se lasser d'une nouvelle passion, eh bien, on peut, voilà, passer à la cuisine en repassant par les cocktails, en arrivant par la médecine, enfin, il y a énormément, comment dire? De liens avec les plantes à faire et à creuser. On peut passer à la slide suivante. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions? Mmh. Je vois quelques personnes. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être, assez clair. Donc voilà, je vous ai remis des images juste pour que ce soit très concret. Donc prendre soin de soi, cuisiner nommé, ça on l'a dit et ensuite, il y a d'autres utilités, qui sont un petit peu moins connues, mais il faut le savoir. Je te laisse passer à la slide suivante, Alice. On peut aussi faire des super bouquets qui sont écologiques, hein, parce que c'est vrai que le côté zéro déchet, le côté zéro production finalement de la plante sauvage, je sais qu'on va jamais arriver à un stade où on reviendra enfin, le but c'est pas de redevenir des chasseurs-cueilleurs, mais c'est vrai que si on se fait un joli bouquet de fleurs, sans une goutte de pesticides, c'est quand même assez sympa ou quand on se fait une salade sans qu'il y ait une goutte d'eau qui n'ait pas été apportée par la nature directement, bah, on voit le potager autrement, même si même si j'aime beaucoup cultiver. Il y a l'idée d'émerveillement et puis après, il y a énormément d'autres applications comme les teintures végétales, les produits ménagers, entre autres. On peut continuer. Alors vous êtes, voilà, vous êtes l'école comestible, donc je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on se parle de nutrition, de concrètement quels sont les types de techniques qu'on pouvait utiliser en sauvage, quel type de ressources on trouverait dans la nature et j'espère que ça va vous étonner parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses.
Alors d'abord, en fait, il y a donc tout ce qu'on pourrait trouver dans le conventionnel, les racines, les fruits, les légumes. D'un côté, on a ce qui va apporter des calories. Parce que typiquement, beaucoup quand on pense plantes sauvages, je ne sais pas à quoi vous pensez vous, mais c'est vrai qu'on peut penser horty-pissenlit, si je résume, avec, de gros sabots, quoi. Néanmoins, dans la nature, on peut quand même trouver en fait, à la fois des choses qui vont donner des calories. Souvent à l'automne, ça va être les racines des plantes qui sont pleines de nutriments, tout comme nos carottes, par exemple, ou nos panais. Ça peut être des fruits à la fois charnus, comme les prunes là, sauvages que je vous ai mis en exemple. Mais souvent à l'automne, on va retrouver, bah, tout ce qui va être, les fruits secs, bien caloriques comme, les fruits du chêne, les glands, les châtaignes et cetera et on trouve énormément, énormément de légumes-feuilles. Donc il y a des racines qui sont très gros là, c'est pas le cas, c'est de la benoîte urbaine sur la photo. C'est plutôt une racine aromatique, mais on peut trouver un peu des 2. Je laisse passer à la suivante. Donc on trouve évidemment donc ce que moi j'appelle les fruits secs caloriques, hein, les châtaignes, les noisettes, les noix et cetera. Ça c'est vraiment très bien comme base d'alimentation. Hem, on peut trouver les plantes, des plantes aromatiques au sens, enfin c'est comme ça que je l'entends. Là, c'est de la sauge des prés que vous voyez sur la photo, qu'on trouve dans le bois de Vincennes et puis, vous voyez autour du chocolat chaud là, donc c'est un chocolat chaud à base de lait de châtaigne ainsi que de fruits de berce, qui est une plante que Béatrice, qui a vu François Coupland, doit peut-être connaître. Des fruits secs en fait, ça ressemble beaucoup à des graines et ça a des saveurs d'orange amer mélangées à un peu de cannelle, c'est assez fantastique. Vas-y Béatrice. Quelqu'un a levé la main, allez-y. Non? Finalement? Non, c'était peut-être une erreur. On peut passer à donc voilà, dans ce qu'on peut trouver, il y a ce que moi j'appelle un petit peu les épices sauvages, les condiments sauvages. Il y a les plantes aromatiques, il y a les, légumes feuilles comme, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi toutes les fleurs comestibles. Là, vous voyez en première image de la violette, odorante, hein, celle avec laquelle on fait, les sirops de violette. Pour des cocktails, c'est très sympa, mais on peut en faire, plein d'autres choses. À côté, vous avez du tuilage, à côté encore, vous avez du coquelicot, puis il y en a vraiment énormément. On a toujours des fleurs, sauvages quasiment toute l'année en fait, en comestible. On peut continuer. Ah non, on continue pas. Est-ce que quelqu'un avait une question? J'ai vu une main se lever, c'était juste une erreur? C'était juste une erreur. Par contre, on a perdu la présentation. OK, on y revient. On peut passer à la suivante. Alors comment les utiliser? Là, on va passer vraiment dans le concret parce que c'est bien beau la théorie, mais c'est mieux de savoir ce qu'on peut en faire concrètement. Vas-y, enchaîne. Alors d'abord, sublimer les boissons. Il y a quelque chose qui est extrêmement simple à faire, notamment avec les enfants ou quand on reçoit. Moi, j'aime bien en mettre dans mes citronnades, c'est tout bêtement de mettre des fleurs comestibles, dans les glaçons et tout de suite, dans une boisson de citronnade ou dans un cocktail, ça fait souvent son petit effet. On peut avoir, bah, des nouvelles saveurs. Moi, j'ai eu toute une période où j'avais envie de faire, beaucoup de cocktails. Bah, c'était l'été certainement et j'avais souvent du monde à la maison. Il y a énormément de là, c'est de la carotte sauvage que vous voyez en fruits, donc il y a les fleurs et au-dessus, ce qui est un peu plus vert, c'est les fruits de la carotte sauvage et ça, c'est fantastique en cocktail, donc plein, plein de nouvelles saveurs à découvrir en cocktail ou en boisson sans alcool, évidemment. On peut faire des chocolats chauds, aux plantes sauvages. Donc là, c'est la même image que tout à l'heure, hein, châtaigne et berre, c'est fantastique. Concrètement, c'est des nouveaux horizons, hein, parce que là, on est sur un chocolat chaud un peu premium, mais mais vraiment très, très bon. Donc voilà, on peut d'abord, il y a tout le versant des boissons qui, en général, reste facile à mettre en place. Il y a pas besoin spécialement de beaucoup de cuisine pour faire un chocolat chaud, il nous suffit, d'un peu de lait. Alors là, c'est végétal, en l'occurrence, et juste un petit ciseler les plantes, quoi. J'ai un problème avec mon micro, mais oui, la berre, c'est super bon. Est-ce qu'il est possible de manger les jeunes feuilles de certaines arbres? Oui, Hélène, il est possible de manger beaucoup des feuilles de plein d'arbres. En ce moment, ce qu'on peut faire sans risque, c'est notamment les tilleuls, si vous savez le reconnaître, avant qu'il y ait les fleurs. Les feuilles de tilleul sont très bonnes, les feuilles de micocoulier, les toutes, toutes jeunes feuilles de chêne, là, je pense que c'est un peu passé. On peut manger les jeunes feuilles de hêtre. Donc ouais, il y a beaucoup de feuilles d'arbres qu'on peut consommer qui sont très bonnes et par exemple pour le tilleul,
Il a l'avantage de ne pas avoir vraiment de goût. Donc vous allez me dire: «Bah, si ça n'a pas de goût, pas d'intérêt». Mais en fait, ça n'a pas de goût ni positif ni négatif. Et ça, c'est assez sympa parce qu'il y a pas d'amertume non plus. Parfois, dans la laitue, par exemple, pour les enfants, ça peut être un peu rude parce qu'il y a un petit peu trop d'amertume. Donc oui, en effet, on peut en consommer. Certaines autres, comme, les feuilles de micocoulier sont un petit peu acidulées, vont avoir des petites, notes quand même un peu sympas. Donc quand on veut aussi, mettre en avant une plante par la vinaigrette ou par la sauce qu'on va faire, hein, des feuilles, de salade d'arbres, c'est vraiment très très chouette, très facile. Donc là, je vous ai mis, quelques images sur les boissons. Hem, Moi, il y a tout le pendant de ce que j'appelle la cuisine du quotidien et c'est ce que je préfère finalement parfois enseigner parce que c'est simple en fait. La cuisine du quotidien, on la pratique tous dans la vie de tous les jours. Donc j'ai mis quelques exemples de choses, que si vous connaissiez les plantes, certainement que vous pourriez le refaire, tout de suite. Là, vous voyez par exemple une salade sauvage, donc il y a un petit peu d'entrisque commun, il y a un petit peu de lampsane, il y a du pissenlit que vous voyez au milieu, et puis il y avait une vinaigrette, aux plantes sauvages. Voilà, c'est tout bête de faire une salade. En général, le plus compliqué, c'est la vinaigrette, de faire une bonne sauce, quoi. Ensuite, on a, par exemple, les sauces. Là, c'est de la vinaigrette à l'entrisque des bois, un cerfeuil, commun qui est incroyable, vraiment très, très bon. Autre exemple, les gâteaux. Là, c'est un gâteau, j'ai refait à la Berce. Vous voyez les fruits secs là qui sont hyper aromatiques, qui sont très, très bons et par exemple, les soupes. Là, c'est un gazpacho d'ortie en l'occurrence, les tartinades, voilà. Tout ça pour moi, ça demande très, très peu de technique de cuisine. C'est accessible assez directement. Faire un gazpacho d'ortie, même en botanique, vous n'en avez pas vraiment besoin de point de repère parce que vous savez que si ça pique, c'est de l'ortie. Si ça pique pas, c'est pas de l'ortie. Donc à partir du moment ça fait un peu mal, mais mais au moins on peut être sûr de consommer de l'ortie assez facilement. Il y a d'ailleurs, la recette du gazpacho sur mon Instagram. Et puis, après, on peut rentrer dans une cuisine plus élaborée. Alors, élaborée pour moi, peut-être que pour vous, ça va sembler très simple, mais j'ai mis quelques exemples. Hem, Vas-y, hein, Alice. Donc, par exemple, en ce moment, c'est la saison du sureau. Je vais vous en parler un petit peu plus à la fin de la présentation. Le sureau, c'est les fleurs blanches qu'on voit un petit peu partout. Et là, j'ai fait un sureau, un tiramisu, fraise, sureau. C'est absolument fantastique et c'est typiquement le genre de choses que si vous vouliez les retrouver, il faudrait aller dans les grands étoilés. Donc c'est un peu dommage parce que les plantes sont quand même, autour de nous, mais si on veut les consommer, c'est assez rare de trouver un restaurant qui le fasse, pour un prix convenable quoi. En général, c'est vraiment un minimum une étoile ou 2 avant de les retrouver quoi. Donc moi je trouve que rien que pour ça, avoir des mets d'exception, dans notre assiette, c'est assez fantastique de s'y intéresser. Donc le tiramisu, c'était juste un petit exemple, hein. La glace au sureau, je suis restée dans ma série. Ça aussi, c'est incroyable. Là, je vous ai fait des petits gnocchis. Donc c'est des gnocchis à l'ortie, en duo avec des gnocchis au potimarron, la patate et l'ortie. On revient aux choses simples, mais c'est quand même, très, très bien. Et et puis il y a cette fameuse cuisine de chef dont je vous ai mis quelques exemples de chefs qui les cuisinent. Donc 1 exemple, c'est une femme qui s'appelle, Tora Olsson. C'est une chef végane suédoise. Je vous ai remis son Instagram. Alors je ne sais pas si tout le monde a Instagram, mais en tout cas pour la retrouver, c'est assez facile. Toutes ses recettes sont très jolies, très décorées avec des techniques, pas si complexes, mais elle ajoute plusieurs techniques à chaque fois dans chacun de ses plats. Donc ça donne tout de suite une cuisine, très jolie quoi, qu'on a envie, de déguster. Je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait et je suis ses cours, en ligne pour doucement mais sûrement monter en compétence sur la cuisine, du végétal de façon générale. Mais vraiment elle a des techniques qui sont assez chouettes. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même le petit caviar, d'ail des ours. Oui, ça c'est de l'ail des ours, hein, pardon. Donc typiquement, là, il y a un petit caviar, les petites boules que vous voyez, ça donne vraiment des concentrés de goût en toutes petites touches, donc c'est des petites boules, vertes. On a une tuile, donc là, on est plutôt sur quelque chose au four d'extrêmement croquant, avec une mousse à l'ail des ours et puis un petit peu de légumineuses. Les petites fleurs, c'est de l'ail des ours aussi. Donc tout ça, c'est quasiment, c'est vraiment l'ail des ours, donc une des plantes sauvages les plus, recherchées qui est mis en avant. Donc Tora Olson, c'est, je trouve, une très bonne inspiration à voir, d'autant plus si certains ou certaines, veulent en savoir plus sur la cuisine végétarienne ou végane. Ces techniques sont incroyables. Ensuite, je vous ai mis l'exemple de Régis Marcon. Là, on est, plutôt sur un chef assez traditionnel, français.
C'est un chef étoilé auvergnat, qui lui, est assez spécialiste des champignons sauvages, mais s'intéresse aussi à la cuisine des plantes et moi, je m'inspire beaucoup de ces techniques. Il y a un livre qui s'appelle, Herbes, alors vous le voyez certainement à l'envers, par Régis Marcon. Il utilise en fait 70 herbes potagères et 60 enfin et sauvages et pareil dans son livre, il y a beaucoup de techniques, qui rendent les choses à la fois en technique de cuisine et aussi en technique de dressage qui rendent tout de suite les plats, très élaborés. Donc moi, c'est une grande inspiration aussi Régis Marcon et je vous en ai mis un dernier, un parisien, Victor Mercier. C'est un jeune chef, qui a reçu, je crois quand même sa première étoile il y a pas si longtemps, il est tout jeune. Il est dans le 11e arrondissement et lui, il a pris le parti de faire une cuisine faite ici en France, mais c'est en France métropolitaine. Donc il se donne en fait, comme contrainte de prendre que ce qui est cultivé, sur le territoire métropolitain pour limiter l'impact écologique et là, en l'occurrence, c'est quelque chose, c'est une glace et puis un petit saupoudré de reine des prés, qui est aussi une plante qu'on trouve en sauvage, très sucrée, enfin ça ressemble pas au sureau, mais c'est dans la même veine. Donc voilà, si vous cherchez des petits noms, d'inspiration, ceux-là sont très bien. Alors j'espère que ça vous a donné envie pour l'instant, si vous connaissiez pas. Néanmoins, est-ce que je peux cueillir n'importe quelle plante? Bon, évidemment, la réponse est dans la question non. Dans la nature, il y a de très, très bonnes choses, mais il y a aussi des plantes toxiques. Donc il y a quelques règles à respecter, je vous les ai remises, dans la slide suivante. Il y a d'abord être sûr de ce qu'on consomme, hein. Le premier risque pour quelqu'un qui va dans la nature pour cueillir et consommer, c'est de se tromper. Vraiment avant tout le reste, hein, parce que souvent j'entends: «Oui, le renard et tout ça». Non, le premier c'est de se tromper. Le deuxième c'est en effet d'éviter, tous les parasites qui peuvent venir, notamment par la déjection des animaux, donc les chiens, les chats, les renards, les vaches, les moutons et cetera. Donc c'est les pour le dire, crûment, c'est les cacas qui sont dangereux, les pipis sont pas dangereux mais font pas plaisir. Si je le dis en très résumé. On prête attention évidemment aux tiques et surtout on respecte une certaine éthique dans la nature. Donc tous les endroits, protégés, les plantes protégées, même si une plante n'est pas protégée, mais que je vois que dans un espace elle est en trop petite quantité, je n'y touche pas. On évite les endroits pollués, voilà, on coupe, proprement les plantes pour pas leur faire plus de mal que nécessaire. Donc il y a toute une éthique, mais ça, voilà, c'est un peu des détails de pratique. Ah voilà et donc je voulais terminer cette présentation avant les questions, réponses par, 3 exemples, concrets, alors connus de certains d'entre vous et pas de tous, je pense. Premier exemple, l'ortie qui est pour moi est la reine, c'est la Beyoncé, la reine Élisabeth du règne végétal. Hem, Parmi vous, sur le chat, qui savait que l'ortie était comestible? Ou à main ou pour celles qui ont la caméra, montrez-moi. Ouais, vous êtes beaucoup quand même? Ouais, beaucoup. Qui maintenant parmi vous ont goûté concrètement l'ortie? Et je vois encore quand même quelques mains. OK, 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 il y a quand même quelques mains, mais un petit peu moins. C'est souvent le cas. Souvent, c'est ça, c'est on donc parmi les plantes que je peux présenter, il y a des plantes comme l'ortie où on sait et on a un souvenir. On nous a donné, des petites connaissances, ou on nous a déjà fait goûter une première fois. C'est un petit peu plus rare que ce soit dans le quotidien. Alors évidemment, sauf les gens qui se sont intéressés à la cueillette des plantes sauvages, c'est déjà un petit peu plus rare et moi, dans ce cas, mon rôle, c'est plutôt de donner, l'étendue quasiment complète de ce qu'on peut faire, avec, cette plante-là. Donc oui, c'est comestible. Le plus connu, j'imagine, c'est la soupe quand même, la soupe d'ortie. Évidemment, c'est très bon. Néanmoins, la soupe, on en a envie souvent, je sais pas, quand il commence à faire froid, quoi. On en a envie au mois d'octobre. Or l'ortie, elle est née au mois de mars, quoi, enfin février-mars et donc souvent, au mois d'octobre, elle est moins bonne. Elle va avoir un goût un peu poisseux. Ce qui fait que l'ortie, c'est une des plantes, alors qu'on la connaît très bien, qui est le plus confondue avec, tout un tas d'autres plantes qui lui ressemblent, notamment des lamiers, un autre type de plante, mais qui ont le goût de champignons. Ce qui fait qu'il
Il y a d'autres plantes qui s'appellent orties, comme l'ortie blanche, l'ortie jaune, et cetera, qui sont pas du tout, du même genre, mais qui a un goût de champignon, donc qui fonctionne bien dans la soupe. Donc c'est très bien aussi, hein, c'est comestible, c'est pas très grave. Néanmoins, l'ortie a vraiment énormément de vertus, tant nutritionnelles que médicinales, pardon. Par exemple, l'ortie au pois sec peut avoir plus ou autant de protéines complètes, donc protéines qui ont tous les acides aminés dont le corps a besoin, que le soja au pois sec. Ça fait partie des choses que François Coupland a mis en avant, grâce à son étude nutritionnelle des plantes. Il y a un guide qui s'appelle comme ça, le guide nutritionnel des plantes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, on était, en fonction des terrains, entre 25 et 42 de protéines complètes au pois sec. Donc c'est un végétal, énorme pour ça. C'est un peu rebattu les cartes pour comprendre que oui, les protéines, on en trouvait aussi chez les végétaux et pas uniquement, dans la viande, quoi. Donc beaucoup de protéines. J'ai vu qu'il y avait un commentaire: «Comme c'est l'automne en ce moment, on a envie d'une soupe». Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, il fait froid. Donc beaucoup de protéines. On va aussi avoir énormément de minéraux. Donc vous avez tout ce qu'il vous pour 100 grammes, en fait, vous allez avoir, je crois que c'est autour de 70 du calcium pour la journée. Vous allez avoir 60 du potassium. Vous allez avoir tout ce qu'il faut en manganèse, en fer, c'est une anti-anémiante. Enfin, c'est vraiment très riche. Donc c'est l'une des plantes à la fois très bonne à manger, mais aussi reminéralisante, de façon générale. Donc si j'ai un petit coup de mou, si je sais que sur le terrain, je suis un peu éreintée, c'est une super plante à avoir dans la cuisine. Et en plus de ces minéraux, on a aussi des vitamines. Et des vitamines, pareil, c'est pas anecdotique. C'est, pour 100 grammes, vous avez, 3 fois vos apports en vitamine C. On va avoir, 6 fois les apports en provitamine A et quasiment 100 des apports, pour les vitamines du groupe, B, toutes sauf la 12. Un petit peu de vitamine K, un petit peu de vitamine E. Donc là, ça fait un peu, l'élève qui qui liste tout. C'est pas pour que vous reteniez, mais c'est juste pour vous donner une idée d'à quel point, en fait, bah, si vous aviez envie d'aller, chez à la pharmacie pour acheter, un complément, de vitamines à 30 €, franchement, je vous conseille de tester, juste une petite semaine des tisanes ou des soupes d'ortie ou du gazpacho d'ortie et franchement, c'est assez dingue. Hem, on en fait énormément de choses. J'ai mis quelques exemples juste après. Simplement, j'ai mis cette photo, je ne sais pas si vous voyez, pour vous donner tout de suite, en fait, le petit truc botanique à connaître. Donc vous voyez, il y a une tige au milieu là. Je pense pas que vous voyez ma souris, mais bon, il y a la tige au milieu et vous voyez les départs de feuilles. Entre les 2, sur la tige, j'ai des mini feuilles. Vous voyez tous ou pas? Ouais. Donc les mini-feuilles, ça, c'est ce qu'on appelle le bourgeon. C'est en gros, je lui coupe la tête. Si je lui coupe la tête, le bourgeon en dessous, il repart. Et le départ de feuille m'indique toujours, enfin, le départ de bourgeon m'indique où démarre la feuille. Donc voilà, j'ai une feuille, très bien, avec un bourgeon. Mais vous voyez, à côté des bourgeons, donc des trucs qui ressemblent aux mini-feuilles, à chaque fois, de chaque côté, il y a deux petits crochets. Vous voyez les petits crochets de chaque côté là? Tac, tac. Et ben, quand vous voyez ça sur un truc qui ressemble à de l'ortie, c'est de l'ortie, ça pique et ça aura tous les apports que je viens de vous mentionner. S'il y a pas ces crochets là, ces espèces de langues de je sais pas comment le dire, de crochets, ça s'appelle les stipules, ce sera pas de l'ortie. Voilà, c'est le seul point botanique à connaître pour l'ortie. Tout bête. Une fois qu'on a ça, c'est facile. Donc quelques exemples pour l'ortie. On peut passer à la slide suivante. Évidemment, c'est pas exhaustif, hein. Ce que je vous dis, il y a pour le coup, l'ortie, sur internet, vous trouverez énormément de recettes. Ça, c'est la confusion. Ça s'appelle du lamier blanc ou ortie blanche, qui n'est pas une ortie. Vous voyez les feuilles? Bon, une fois qu'on sait que l'ortie fait pas des fleurs, très très grosses, très grandes, très visibles, bon, tout de suite, on élimine, mais en dehors des fleurs blanches que vous voyez sur la plante, les feuilles de lamier blanc, ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, quoi. Et oui, en effet, le lamier blanc, par contre, c'est très bon aussi. Camille nous dit ça dans le chat. C'est très bon, ça a le goût de champignon. En fait, on n'a pas de confusion très dangereuse avec l'ortie, donc c'est pas grave, mais c'est mieux de savoir ce qu'on mange. Parce que typiquement, dans les exemples, si on passe à la slide suivante, voilà, la première image, c'est un smoothie, un smoothie kiwi ortie. Donc kiwi ortie, ça marche bien parce que l'ortie, ça a un goût, assez mat, mais assez, chlorophyllé, quoi. C'est du vert, c'est du frais, voilà. Bon, bah, c'est très bien. Sauf que si vous vous trompez, vous mettez du lamier blanc, champignons, kiwi, je suis pas certaine de l'association, quoi. Donc voilà, c'est mieux de pas se tromper. Donc on peut faire des smoothies. L'avantage des smoothies, c'est que,
Je vais pas cuire l'ortie. Alors je vous ai raconté que dans l'ortie, il y avait beaucoup de vitamines et certaines vitamines ne gèrent pas très bien la cuisson. À partir de 60 degrés, en fait, on peut oublier la vitamine C, et plus on monte en température, plus on oublie les vitamines. Ce qui est pas grave en soi, hein, parce qu'on aura quand même accès aux protéines, on aura accès aux minéraux. Mais voilà, des fois, si je veux quelque chose de vitaminé, c'est sûr qu'il vaut mieux privilégier des formes non cuites. Donc là, c'est du smoothie. À côté, j'avais fait un petit pesto et je l'ai intégré dans un babka, donc un espèce de pain un peu brioché. Donc ça rendait, assez bien et puis je vous ai remis les gnocchis. Voilà, ça vous donne une idée de l'étendue des possibles. On peut faire juste une poêlée toute bête, hein, ça fonctionne très bien aussi. On peut faire des chips, on peut faire des tempuras, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'ortie? Alors allez-y, celle qui, je vous propose de directement, communiquer parce Je que sais je pas, ouais, vas-y Héloïse. Ah non, OK. Je vois une main levée, c'est pour ça. Non, personne? Ou Béatrice? Je vois une main levée aussi chez Béatrice. Non, c'est juste une erreur? allô? Oui? Vous m'entendez pas? Si? Si, c'est bon? Oui? Tu m'entendais pas avant? Non, je OK. pensais que tu disais non, je Et je te disais, merci, c'est génial. Je oh, déjà c'est gentil, merci. voilà, pour commencer. Concernant l'ortie, je voulais savoir comment l'accueillir sans se piquer? Parce que tout le Voilà, monde dit que c'est possible. Il y a plein de gens qui l'ont expliqué, et en fait, moi, j'ai la pétoche parce que je suis traumatisée par des piqûres d'ortie. ouais. Je dis à tout le monde qu'on peut le faire, mais moi-même, je ne le fais pas. Et j'ai une deuxième question, c'est est-ce que quand on consomme de l'ortie séchée, déshydratée, est-ce que les vitamines sont préservées? Ouais, un peu moins. Un peu moins et donc de toute façon, si on en fait en tisane, c'est mort puisqu'il y a la chaleur de l'eau. Oui, c'est ça. En fait, alors pour répondre à ta deuxième question, je reviens sur la première après. Pour les vitamines, en fait, l'ortie, elle est plus connue comme une reminéralisante quand elle est, consommée en tisane, donc vraiment reminéralisante, donc minéraux, hein, uniquement. Et elle est connue comme une anti-asthénique, donc anti-fatigue au sens large, quand elle est consommée fraîche. D'accord. Donc en tisane, en fait, on va quand franchement, ça fait déjà du bien de se faire une semaine de tisane d'ortie. C'est déjà très bien parce que encore une fois, il y a le fer, le calcium, le potassium, la silice, donc toutes les personnes, par exemple, qui ont des tendinites ou quand on je sais pas, on a eu un enfant ou on est sur le point d'avoir un enfant, on a un moment éreintant, peu importe en fait, tout ce qui va être éreintant dans la vie, de faire des tisanes d'ortie, ça va vraiment aider. Et je parlais, ouais, des tendinites, des ligaments et tout ça parce que c toute la silice et le ca ou l'ostéoporose aussi, quand on Mmh. a, tout ce genre de tissu, en fait, la silice plus le calcium, ça va vraiment aider à avoir les briques, de base, en fait, pour que le corps humain puisse, se construire, correctement. Donc c'est toujours intéressant, en fait, peu importe la forme dont on consomme l'ortie, tu auras quand même quelques vitamines qui seront préservées, mais assez peu, faut pas miser là-dessus. Donc vaut mieux la consommer fraîche pour les vitamines, en effet. À propos de la cueillette, dans ce cas, il y a pas franchement, oui, en fait, on peut la prendre par en dessous parce qu'en fait, l'ortie, elle pique parce qu'elle se protège. Ouais. Elle se protège de qui? Bah, des mammifères, Mmh. en gros. Donc elle se protège des chevreuils, des humains et cetera. Donc en fait, ce qui pique, c'est l'intérieur du poil. Donc il y a des poils partout, dans tous les sens, sur l'ortie. En dessous des feuilles, au-dessus des feuilles, sur les tiges, sur les pétioles, partout, partout, partout. En fait, le poil est très, très fin. Très cassant, par contre, ça se casse très facilement et c'est l'intérieur du poil qui est creux, qui a un liquide, l'histamine, qui est urticant. Donc quand on se pique, en fait, ce qui se passe, c'est que le poil est tellement fin que ça passe sous la peau, voire sous les vêtements. Le poil se casse, le liquide est sous pression, donc ça fait seringue, il est envoyé sous la peau et une fois qu'il est sous la peau, on peut difficilement l'oxygéner. En gros, le liquide n'est plus du tout urticant à partir du moment où il est au contact de l'oxygène. Donc forcément, sous la peau, bah, ça met un peu de temps avant qu'il y ait suffisamment d'oxygène. Donc ce que les gens font quand ils montrent, et moi j'aime pas en fait tout. D'ailleurs, mon ancien patron, Christophe Deaudy, le fait beaucoup sur les réseaux, je déteste ça. Oui, allez-y, on peut faire la cueillette d'ortie sans les gants ou sans... Non, en fait. On peut en prendre un pour montrer, parce qu'on va casser en fait les poils à l'endroit où je vais piquer, où je vais pincer l'ortie. Donc je casse avec l'ongle, je pince, après je peux la caresser un peu dans le sens du poil. Du coup, tous les poils qui sont dressés vers le haut se cassent sur la tige. C'est comme ça qu'ils font en fait. Sauf qu'il y a toujours un poil ou 2 qui va être, de l'autre côté, qui va rentrer sous la peau. Donc la seule méthode, franchement, sans vouloir faire, les gaillards, c'est juste de prendre des gants. Ah oui. Voilà. Mmh. De prendre des gros gants. Moi, j'avais trouvé des gants de construction à l'époque. Bon, entre-temps, j'ai racheté des gants un peu sympas pour tout le monde, mais, typiquement, vraiment même les gants bien épais, qui sont bien en cuir, même sur le dessus. Mmh.
parce que souvent on prend les gants de jardinage, donc ça va un peu pour le dessous, mais au-dessus, c'est souvent du tissu, donc ça passe. Et puis, même s'il fait chaud, si je vais à la cueillette d'ortie, je prends une veste en jean, je me protège les chevilles, je me protège les poignets. Et voilà, une fois qu'on a les gants, franchement, voilà, moi je les prends par poignée entière, je coupe les têtes. Et en fait, vu qu'on a ça en tête, que les poils, une fois qu'ils sont cassés, le liquide est annihilé, et ben, quand c'est dans le sac, en fait, je les casse un peu. Et à Mmh. la maison, je remets un coup de rouleau à pâtisserie dessus. Comme ça, après, je les manipule comme je veux, quoi. OK. OK, Voilà. C'est merci. un peu long pour dire, que les poils sont fragiles, mais merci pour ta question. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur l'ortie ou pas? Non, pas spécialement. Juste si on revient sur l'ortie, il y a quand même d'autres molécules. Là, je vous ai fait un peu vite fait le truc nutritionnel, mais il y a aussi des molécules antihistaminiques. Donc pour les personnes qui ont un terrain assez allergique, ça va pas faire disparaître vos allergies, mais typiquement pour le pollen, ça fonctionne bien. Ça va réduire quand même un petit peu la réaction allergique si on en fait une cure, voilà, c'est peut-être un poil tard, mais bon, ça fait toujours du bien. C'est une plante aussi un petit peu anti-inflammatoire. Alors très peu, hein, si on se fait mal quelque part, ça va pas arrêter l'inflammation, mais par exemple dans le cadre, de quelqu'un qui aurait besoin d'une alimentation anti-inflammatoire générale, l'ortie, c'est quand même une bonne alliée pour ce genre de choses. Il y a énormément d'études en ce moment sur le microbiote et l'ortie, parce qu'elle a prouvé son efficacité sur, des personnes qui ont qui ont des troubles, enfin des mauvaises haleines en fait, mais des mauvaises haleines qui sont liées au microbiote et pas à l'hygiène. Elle a prouvé son efficacité là-dessus et donc en ce moment, il y a des recherches parce qu'on la soupçonne, d'aider à bien, balancer les populations de bactéries qu'on a dans le ventre, quoi. Donc ouais, une super championne. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois j'entends des choses sur les super aliments, je me dis: «Non, mais le super aliment de base, c'est l'ortie, quoi». Vraiment avant tout le reste. Voilà. Donc le pissenlit, ça fait partie aussi des mal connus. C'est comme l'ortie, on se rend pas compte, mais il y a quand même pas mal de confusion. Pareil. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je Vous m'entendez? Ouais, tout le monde entend. OK, donc je disais le pissenlit est aussi un petit peu mal connu, mais c'est pareil. Normalement, parmi vous, beaucoup auraient dû déjà entendre parler du pissenlit comme comestible. Oui, non? Vous êtes Ouais. Hem, qui a goûté? Vous êtes quelques-unes, 3. Voilà, vous êtes 3 sur 15, quoi. C'est pas beaucoup. Donc c'est déjà très cool, hein. C'est déjà très, très cool. Donc ce qui est le plus connu, c'est quand même la salade de pissenlit. Un tout petit peu connu selon les régions aussi, la cramaillotte. Donc la confiture de fleurs de pissenlit ou une espèce de ouais, de gelée. Mais en fait, tout est comestible, de la racine jusque tout sauf les fruits, en fait. Vous voyez les fruits là qui sont pleins de soie, pleins de poils, on les mangerait pas. Mais vraiment tout est comestible. La racine, pour ceux qui ont un jardin et qui la chassent, quitte à la contrôler, manger les racines, parce que c'est vraiment dommage de s'en priver. Ça a une texture un petit peu, je trouve, de panais, mais sur un goût d'artichaut. Donc c'est assez dingue quand on aime ces goûts-là, le goût un peu du topinambour, mais vraiment très léger, très subtil. Ouais, c'est délicieux. Donc typiquement en rôti au four, quoi, c'est trop avec un petit peu de miel dessus, c'est très bon. Juste, un tronçon en rondelles, moi je le fais pour l'apéro, souvent ça marche très, très bien. Et voilà, donc ça c'est pour la racine qui contient énormément d'inuline. Donc c'est pareil, c'est des prébiotiques pour le coup. Donc très bon pour les personnes qui ont besoin de récupérer une bonne, flore, du microbiote. C'est aussi une plante donc qui a des vertus médicinales et c'est souvent la racine qui est utilisée. Ensuite, il y a les feuilles, donc il y a les feuilles de salade qui sont utilisées. Pour moi, c'est comme la soupe d'ortie en fait. C'est bon, mais c'est pas le meilleur. Si vous avez la curiosité de trouver un peu de pissenlit, dans un endroit sympa, prenez les feuilles et juste faites-le tomber dans de l'huile d'olive, tout bêtement, franchement, il y a rien d'autre à faire. Dès que ça croustille, vous enlevez, vous mangez, c'est délicieux. En tempura, c'est délicieux. En fait, l'amertume va tout juste se rééquilibrer à la cuisson, même si c'est cuit 2 minutes à peine. Et là, ça devient tout de suite une super plante. Alors que quand c'est, cru, bon, si on est habitué à l'amertume, ça va, mais sinon, c'est quand même un peu rude. Les boutons floraux se consomment, les fleurs, donc comme je vous disais, il y a la confiture qui est connue, mais sinon, tout bêtement dans une poêlée, on met une petite omelette par-dessus
un petit peu de comté, un petit peu de berce, un petit peu de ce qu'on a. Et quand on retourne, du coup, on peut avoir une omelette fleurie très très jolie qui fonctionne très bien en général pour tout le monde, quoi, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. On peut travailler après un petit peu comme la chef que je vous ai montré tout à l'heure, on peut travailler les couleurs, les textures, etc. Quand on est assez à l'aise en cuisine. Il y a pas mal de choses à faire qui sont vraiment très bonnes. Donc mal connu, la seule chose pour la botanique, pour pas vous tromper, je vais essayer de vous faire ça à distance, c'est compliqué, mais vous voyez là sur la photo, si on regarde bien, il y a la fleur, enfin là c'est les fruits en l'occurrence, sur lesquels on a envie de souffler, comme ça. Mais en dessous, hop, il y a comme la tige. Vous voyez, pour l'instant, c'est facile. Sur cette tige, qu'est-ce qu'on voit d'autre que la fleur? Rien. Très bien. Il y a pas de réaction, donc vous avez raison. Il y a rien d'autre. En fait, le pissenlit n'a pas de tige. Là, c'est un peu comme si, la tige était le tronc et que si la tige, c'est le tronc, que la fleur, c'est la tête, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Et ben, en fait, quand je suis une tête, quand je suis une fleur, je suis portée par un cou. Et là, le pissenlit, c'est comme si c'était une plante girafe. Elle a un grand cou avec une grande tête, mais en fait, elle a pas de tronc, elle a pas de tige. Donc quand on voit une fleur jaune sur une tige qui a aussi des feuilles, ça peut pas être le pissenlit. En fait, il faut toujours vérifier si on a un truc qui porte qu'une fleur ou si on a un truc qui porte et des feuilles et des fleurs, en gros. Bon après la tige, enfin le pédoncule, du coup c'est un pédoncule du pissenlit est creux. Mais voilà, il y a quand même quelques confusions comme le picris, le crépice, etc. Mais c'est pas dangereux, c'est juste beaucoup plus amer. Donc en fait, le seul danger d'après moi, c'est surtout de la consommer en premier, une confusion et de se dire: «Mais c'est horrible, c'est dégueulasse, Aline elle dit n'importe quoi et je veux plus jamais, retenter l'expérience quoi». C'est le seul danger. Mais sinon, le pissenlit c'est très bon. Voilà. Il y a plus de bêta-carotène dans le pissenlit que dans la carotte. Donc c'est pareil, ça fait partie de ces plantes qui rebattent un peu les cartes. Énormément de nutriments, mais notamment l'inuline et la provitamine A, c'est les 2 grandes championnes quoi du pissenlit. Voilà. J'ai mis un exemple parce qu'en fait, je l'ai beaucoup cuisiné, mais j'ai pas souvent pris les photos. Donc j'ai emprunté une photo dans un livre qui s'appelle «La cuisine des plantes sauvages» chez Ulmer. Il y a énormément de recettes sur, beaucoup de plantes et là, c'est, typiquement les boutons floraux, vous voyez, avant que ça s'ouvre les fleurs, sous forme de câpre un petit peu, donc en mode un peu pickles. Ça, c'est délicieux parce que c'est un peu croquant, mais en même temps, quand vous tombez dessus, c'est que des pétales. Donc en fait, c'est hyper fondant, hyper fleuri. Wouah, c'est fantastique. C'est trop bon. Si on passe à l'exemple suivant, j'ai voulu vous parler du sureau noir pour terminer, parce que c'est la plante, d'actualité, en tout cas, sur Paris, mais j'en ai vu aussi dans les Vosges, donc je pense qu'un peu partout en France, en ce moment, on en a, sauf, en Méditerranée où je pense que c'est trop tard. Le sureau noir, qui connaît à main levée? Ouais, vous êtes plusieurs quand même, hein. C'est une plante très connue, pareil, quelques confusions, il faut faire attention, mais une fois on sait la reconnaître, waouh, qu'est-ce que c'est bon le sureau noir! Donc il y a les fruits et les fleurs qui se mangent. Là, en ce moment, c'est les fleurs, hein, c'est les fleurs blanches que vous voyez. J'ai mis quelques exemples juste après. Ça pour moi, c'est l'épice qui remplacerait la vanille si j'avais plus jamais de vanille, dans ma vie. Si demain, il y a plus, d'importation de vanille, je pense que j'utiliserais le sureau parce qu'il y a ce côté, presque pas fleur d'oranger, mais très fleuri, mais en même temps très vanille. Enfin, ça s'utilise pour moi comme de la vanille, mais ça a l'avantage de très, très bien fonctionner aussi dans le salé. Bon, en l'occurrence, j'ai mis que des exemples sucrés. J'avais fait une chantilly, au sureau, ça marche bien. Les pancakes au sureau, c'est fantastique et c'est très simple. Il y avait la glace au sureau, le tiramisu que je vous ai montré tout à l'heure. Des fois, je prends juste les fleurs et je le mets juste dans le taboulet ou dans une salade, sur une mozzarella burrata, voilà, c'est très beau en dressage aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais la fleur est très blanche. Je trouve que ça donne envie presque de se marier juste pour, décorer une table. Voilà, pardon. Et voici ce que je pouvais vous dire. Alors il y a encore, c'est pas exhaustif comme je disais, mais c'est tout pour moi. Merci pour votre attention et je suis ouverte aux questions. Je vous laisserai, prendre la parole, les unes après les autres si vous avez des petites questions ou remarques, à faire. Merci beaucoup Adeline, c'était super, c'était hyper, complet.
On va ouvrir, tout de suite aux questions parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Je me permets parce que moi j'en ai une aussi qui m'a beaucoup, Vas-y, qui vas-y. m'a un peu titillée, quand tu faisais une présentation de chef et que tu parlais de Victor Martier qui est dans le 11e Ouais, et j'avais une question par rapport aux plantes sauvages et à la question du local. ouais. Comment enfin, est-ce que parce que sur le papier, ça me paraissait un peu, incompatible, la Reine des Prés et le 11e arrondissement de Paris. Ah ouais? Comment, enfin, est-ce que c'est vraiment des plantes que auxquelles tu peux avoir accès en ville ou sinon est-ce que c'est des choses qui se transportent bien? Enfin, comment ça se gère? Ah non, bah, la reine d'après, il y en a dans le bois de Vincennes, hein. OK. Il y en a un petit peu partout. Bah, pour, Victor Mercier, en l'occurrence, lui, il fait appel à une cueilleuse, pour les plantes sauvages. Il en utilise quelques-unes, mais pas tant et c'est beaucoup la benoîte urbaine, par exemple, qui va utiliser, la reine des prés un petit peu, le sureau. Non, ça s'utilise bien. Et ça se transporte, bah, ça dépend un peu des plantes, tu vois? Quand c'est des racines, c'est facile à transporter parce que la racine, elle continue de faire son job, en fait, elle continue de pomper, l'humidité quand il y en a, donc il suffit de lui donner de l'humidité, ça se conserve assez longtemps. Les feuilles, c'est un peu comme la maison, la coriandre, tout ça, bah, tant qu'on réhydrate régulièrement et qu'on laisse en circuit fermé sans qu'il y ait d'éventation enfin de ventilation, bah, ça va. On peut garder entre 3 jours, ça dépend des plantes, mais entre 3 jours et 2 semaines, quoi. Et les fleurs, c'est un peu plus délicat, faut être plus rapide. Mais non, non, pour, en l'occurrence, Victor Mercier, il est même, d'après certains fournisseurs, il est un peu embêtant même parfois parce qu'il veut même pas les produits de Corse, quoi, pour te donner une idée, il veut que tout soit très, 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 très proche. OK. Bon, ouais, trop bien. Merci beaucoup Je t'en prie. et je laisse la parole à Marine. Tu veux dire quelque chose? Ben, merci beaucoup, Adeline, c'était très intéressant. J'ai pas mal de questions, mais je pense que je vais rebondir par rapport à celle d'Alice. C'est, concernant l'utilisation des plantes sauvages en restaurant, en atelier ou autre. Ouais, Bah, typiquement avec l'école Comessi, voilà, dans les ateliers, on n'utilise pas de produits qui ont eu de la chimie, des entrants et tout. Maintenant, comment on sait que l'endroit où on cueille, c'est pas un sol qui est pollué, qui peut avoir du plomb, des choses comme ça? Moi, je sais que je fais un peu de cueillette moi-même et des ouais. fois je me dis, «Ça se trouve que là, je suis en train de cueillir à un Je suis en endroit train où de me faire c'est du mal, bourré quoi. de plomb et Ouais, que ouais. c'est n'importe quoi». Enfin, ouais, c'est un peu compliqué, je trouve. Comment on fait pour ça? Alors, le plus grand risque, ce serait de faire une intoxication, chronique, en fait. C'est-à-dire, de toujours, consommer au même endroit. OK. Donc, dans les règles que j'avais affichées, on met de bien glaner, c'est-à-dire d'aller un peu à gauche, à droite, de pas prendre ses orties toujours au même endroit. Bon, ça, c'est si on a une ignorance quant au sol, en effet. Néanmoins, tout n'est pas encore étudié, mais ce qu'on commence à comprendre quand même, c'est qu'il y a pas mal de plantes dépolluantes. Mais dépolluantes, ça veut tout dire et rien dire. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que plus un sol a été végétalisé depuis longtemps, et plus, en fait, même si on trouve par exemple du plomb dans le sol, il est tout à fait possible que les plantes entre elles aient fait le travail on parle de stabiliser les polluants dans le sol. C'est-à-dire qu'elles mettent d'autres molécules autour, ce qui fait que le polluant en soi, il est encadré et donc il devient trop gros pour repasser dans les racines. Donc ça, c'est un peu compliqué. J'en ai beaucoup parlé avec un copain qui est spécialiste, de ça, un écologue, qui me disait: «Bah, en fait, a priori, il vaut mieux que tu sois sur des par exemple, une friche industrielle qui est là depuis 5 ans, c'est moins bien qu'un bois qui est là depuis 300 ans». Même si, par exemple, dans le bois de Vincennes, on a bah, typiquement, c'est très militaire, hein. Donc il y avait, les cartouches, les réserves de munitions, tous les trucs comme ça. Donc au départ, c'est pas fantastique. Mais vu que ça commence à faire très longtemps que c'est végétalisé, toujours couvert, il y a quand même de grandes chances que les polluants soient plutôt, fixés dans le sol. Donc là, dans l'idée, bah, on évite quand même les sources de pollution, directes, type, bah, les bords de route, les pesticides, les chemins de fer, voilà tout ça. Et après, quand on est dans des endroits qui sont quand même relativement, propices et surtout en zéro phyto depuis longtemps, ça c'est intéressant de voir, sur les parcs municipaux, en général, on a cette information assez facilement. C'est le zéro phyto qui sera à privilégier, puis de glaner, quoi. On change d'endroit et puis derrière, pour terminer sur, si vraiment je suis précise, tu as aussi des plantes qui t'indiquent que le sol est pollué. Alors pas toutes, mais typiquement, moi, il y a des endroits, si je vois énormément de datura, bah, je sais que c'est un sol qui est pollué, quoi. Donc il y a un peu la bio-indication quand on connaît un peu les plantes, si toi tu cueilles un peu. Ça peut être intéressant de regarder les ouvrages de Gérard Dussert. Mais voilà, tu as quelques plantes et surtout quand tu en as genre les 3, genre la datura, la morelle noire et puis la troisième, tu sais que là c'est fini, il faut laisser, quoi. OK, ça marche. Béatrice, je vois que tu avais la main levée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Béatrice? Non?
ou quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question? Alors vas-y Hélène. Oui, bonjour, vous m'entendez tous? Oui. Toutes? Oui. Moi, j'avais juste en fait, je revenais sur l'ortie, j'ai loupé un peu mon mon tour tout à l'heure. Ouais, Je dois, enfin, on va réaliser une soupe d'ortie lors d'une visite comestible au ouais, mois de mai. ouais. C'est le site qui nous accueille qui va s'en charger, mais j'aurais bien aimé avoir quelques indications quant à la quantité d'ortie à prévoir. Ah oui, Voilà, pour un petit groupe de 18 élèves, c'est simplement en mode dégustation évidemment dans un premier temps. aux L'idée, c'est pas qu'il dégustations. le voilà. Mais c'est juste d'avoir Hem, une idée des quantités, et comment enfin, est-ce que on met que de l'ortie ou est-ce on on rajoute autre chose? pour la soupe? Oui, voilà, Vaut mieux mettre simplement. autre chose, hein, faut quand même la cuisiner, sinon c'est pas très bon. D'accord. Hem, alors pour les quantités, moi, quand je fais un smoothie, mais c'est à peu près identique, la dernière fois que j'ai mesuré, je prenais à peu près 200 grammes d'ortie pour 1 litre 5 Pour, donner une idée, là, s'ils sont 18, c'est un petit fond, ouais, je dirais, 250 grammes. Donc ça fait moi, je parle de poignée, quand je parle de poignée, je parle de ça, quoi, genre, une Mmh, grosse poignée. Moi, je dirais que d'accord, c'est à peu près 4 bonnes poignées par, litre. d'accord, Voilà, 4 grosses poignées, genre en mode on cueille jusqu'à plus pouvoir, en prendre dans la main, quoi. d'accord. Bon, ça C'est à peu donne une près ça. indication. Pour 18 personnes, je pense qu'1,5 litre à peu près de soupe, c'est suffisant et c'est vrai surtout pour l'ortie d'ailleurs, je l'ai pas mentionné tout à l'heure. Partie des plantes, vu qu'on sait la reconnaître, on peut aussi être tenté de tout de suite, foncer et d'en prendre trop. Les premières fois qu'on goûte ce genre de plantes, il faut quand même y aller tranquille sur les quantités, notamment les plantes comme l'ortie qui ont énormément de minéraux parce que justement le corps il peut se dire: «Oh mais en fait il y a trop de trucs là, je comprends pas pourquoi». Et voilà, j'ai eu quelques cas de quelques bon très rares, mais quand même de personnes qui ont pris beaucoup, beaucoup d'ortie, qui ont mangé tout seul et qui ont eu un peu des diarrhées à la fin. Et ça, c'est pas une question que la plante était pas comestible, c'est vraiment une question que le corps, il comprend pas parce que c'est comme si on avait pris, je sais pas moi, 4 cachets de 4 boîtes différents de vitamines quoi, ou de vitamines plus minéraux. Voilà, les reins, faut qu'ils puissent tenir et tout. S'il y a trop à traiter, il va pas comprendre. Donc vraiment, les premières fois, c'est bien, par exemple, pour, la dégustation là, leur donner un demi, voire un 3/4 de verre, mais pas Mmh. plus quoi, pour commencer. Et puis si Très ça bien, se passe très bien, bah voilà, après on y retourne comme on veut quoi. super. Merci beaucoup. De rien. Eh ben, merci Béatrice pour, le retour. Conseil pour la soupe, ajouter quelques pommes de terre. Ouais, pommes de terre, ortie, ça fonctionne toujours bien. Moi, je crois que je sais plus si j'avais mis la recette sur mon Instagram, mais la mienne, bon, j'avais la chance, j'avais des trompettes de la mort. J'avais fait trompettes de la mort, pommes de terre, un peu d'oignon et de l'ortie et ça fonctionnait du tonnerre. Avec un peu de sel et tout, miso, c'est une bonne idée en effet. Et pour la dégustation, Hélène, d'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, sauf si vous allez avoir froid le jour, de la presta, le gazpacho d'ortie, c'est quand même, pas mal en ce moment, hein, pour info. D'accord, oui, notamment par rapport à ce que tu disais pour les vitamines. Ouais, Mmh. pour les vitamines et Mmh. puis voilà, c'est plus enfin, je trouve que c'est un Plus de saison. la soupe froide est un tout petit peu plus d'actualité en ce moment. Ça se fait pas mal et pareil, j'ai dû mettre une recette qui fonctionne très bien sur mon Instagram, D'accord, sans vouloir, promouvoir mon Insta, mais c'est l'endroit où je consigne, les choses quand je fais super. quelque chose. Héloïse? Et bah, toujours sur les orties, je voulais savoir dans la soupe, est-ce qu'on met uniquement les feuilles, on peut mettre les tiges ou est-ce qu'elles sont filandreuses, Ça dépend de la puissance de ton blender. Ouais. Pour ne pas se mentir et moi, en gros, mon conseil, ça dépend un peu du stade, en fait, mais comme toutes les autres plantes, dès qu'on voit que c'est trop fibreux, bah, on coupe, jusqu'à ce que ça le soit pas. Donc moi, en ce moment, elles commencent à grandir les orties, là. Donc en ce moment, je prends vraiment les 8 derniers centimètres. Donc si j'ai coupé un peu plus, je les retourne avant de les mettre dans mon sachet et je recoupe les tiges. Mmh. Donc ce qui fait que si on prend les 8 derniers centimètres de la tige, ça va encore. Mais c'est vrai que si on voit que ça nous fait des fils partout, vaut mieux les enlever. Mais en ce moment, pour moi, on peut encore manger, tiges, pétioles et feuilles sans problème. OK, merci. Mais voilà, au mois d'octobre, peut-être qu'il faudra faire vraiment plus attention à prendre que les limbes, que la partie aplatie de la feuille. Bah, j'en profite pendant que j'ai la parole. Là, c'est pas une question, c'est par rapport au sureau Ouais, et par rapport aux utilisations, de manière générale. Je ouais. rajoute, que dans les compotes, on peut, aromatiser avec des plantes sauvages, de la sauge, des fleurs de sureau, des choses comme ça. C'est super bon. Ah bah, oui, oui. Oui, oui. En fait, on peut, c'est vrai que si on je compote, je pense enfant, c'est peut-être pas le cas, mais en fait, ça fait partie de la diversification alimentaire qu'on peut faire assez tôt, hein, tant qu'on les intègre tranquillement. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer, il y a un petit bouquin qui est pas mal, enfin j'en ai 2.
Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est fantastique qui s'appelle le champagne, des fées à faire avec le sureau. Donc c'est un espèce de pétillant en fait, grâce aux levures du sureau qu'on va faire. La recette, vous la trouverez sur internet, hein. Mais en tout cas, il y a une fille qui a écrit ce petit bouquin là chez Ulmer aussi, je crois. Breuvage, sauvage. Si vous êtes branché boisson, kéfir, enfin voilà, tout ça, il y a pas mal d'idées qui sont assez chouettes. Si vous êtes branché comme moi, bouquin. Elle a fait un gin au sureau, par exemple, qui est très cool. Et sinon, il y en a une qui nous a donc dans la même collection, Aurélie Valta, elle nous a écrit un petit bouquin sur la cuisine des arbres et les 2 là, je les trouve, assez cool. Si jamais ils sont à la médiathèque de, votre ville, n'hésitez pas à les feuilleter, ils sont très chouettes. Je ne vois pas d'autres mains levées. Sarah, je crois, tout à l'heure, avait la main levée. Je sais pas si tu voulais nous dire quelque chose ou pas? Pas spécialement, peut-être que c'était dans le chat. Claire Vallée, anciennement Hénin, et un livre, La Cueillette des hommes. Oui, en effet, La Cueillette des hommes, je l'ai. Le livre, dont nous parlait l'école comestible de Lille. C'est pas mal, c'est pas mal aussi. J'ai rencontré le bonhomme, j'étais pas trop fan de lui, mais ça, c'est une autre histoire. OK, ça marche. Est-ce que voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que j'ai pu vous apporter 2-3 petites choses? Bah, dans ce cas, je vous remercie infiniment pour, votre attention, pour votre participation et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine. Merci beaucoup Adeline, c'était génial. Merci infiniment. Merci Merci beaucoup. Anne.